Bonjour, en fait, je vais vous faire une vidéo en fait pour vous expliquer pourquoi finalement on rencontre beaucoup de gens qui vivent comme ça dans la peur et dans l'angoisse. Ce qui finalement leur empêche, les entrave dans leur démarche, dans leur envie, dans leur besoin que chacun nous avons de faire éclore comme ça la sagesse. La sagesse. Donc le sage, c'est cette espèce de pas toujours l'ascète un peu qui vit retiré de tout, qui contemple en fait la misère humaine et qui il en a un peu rien à foutre d'avoir tort ou d'avoir raison, vous voyez, parce que pour lui c'est des identités illusoires, enfin, qu'il ait tort ou qu'il a raison, c'est une perte d'énergie parce qu'il défend, au fond il défend quelque chose d'illusoire. Mais alors la peur finalement. La peur, eh bien, elle semble avoir bien des causes. Une perte, un échec, une blessure. Mais en définitive, toute peur revient à la peur qu'à l'ego de la mort, en fait. L'ego. De l'anéantissement. Pour l'ego, la mort, elle est toujours au détour du chemin, en fait. Et dans cet état d'identification mentale, la peur de la mort, finalement, se répercute sur chaque aspect de votre vie. Par exemple, même une chose apparemment aussi insignifiante et normale que le besoin compulsif d'avoir raison et de vouloir donner tort à l'autre, eh bien en défendant la position mentale à laquelle vous vous êtes identifié, eh bien ceci est dû à la peur de la mort. Si vous vous identifiez à cette position mentale et que vous ayez tort, le sens de votre moi, qui est fondé sur le mental, est sérieusement menacé d'anéantissement. En tant qu'ego, vous ne pouvez alors vous permettre d'avoir tort. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir tort, puisque cela signifie mourir. Cet enjeu a engendré des guerres et d'innombrables ruptures. Mais lorsque vous vous serez désidentifié de votre mental, c'est-à-dire cet écran opaque, cette identité secondaire qui crée un écran opaque de concepts, d'idées, que l'on tend comme ça à cristalliser et à ne pas voir la pensée de l'autre, hein, n'est-ce pas? Ce qui dénote clairement d'un manque d'ouverture. Hein. Mais lorsque vous vous serez désidentifié du mental, avoir tort ou avoir raison n'aura plus aucun impact sur le sens que vous avez de votre identité. Et le besoin si fortement compulsif et si profondément inconscient d'avoir raison, qui est une forme de violence que vous adressez à l'autre, mais que vous adressez à vous-même, eh bien cette violence n'existera plus. Vous pourrez alors énoncer clairement et fermement la façon dont vous vous sentez ou ce que vous pensez, mais sans agressivité, ni en étant sur la défensive. Le sens de votre identité, à ce moment-là, proviendra alors d'un espace intérieur beaucoup plus profond et beaucoup plus vrai que le mental. Mais prenez garde à toute manifestation de défensive chez vous. Hein, cette attitude de retranchement, de repli sur soi, hein, de se recroqueviller comme ça, comme des larves neurasthéniques, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque vous défendez comme ça les choses, hein, mais qu'est-ce que vous défendez en fait? Vous défendez une identité illusoire, une représentation mentale, une entité fictive. Alors, en conscientisant ce scénario, par contre, en étant le témoin de votre pensée, en observant votre pensée, à ce moment-là, eh bien, vous vous désidentifierez de ce scénario qui s'opère dans votre esprit. Okay? Et en étant le témoin, l'observateur de votre pensée, vous vous désidentifierez à lui, quoi. À la lumière de votre conscience, le scénario inconscient disparaîtra alors rapidement. Ce sera alors la fin des querelles et des jeux de pouvoir, des rapports de force sur les autres et puis aussi sur vous. Ces rapports de force finalement sont si corrosifs dans vos relations. Le pouvoir sur les autres, c'est de la faiblesse déguisée en force. Le véritable pouvoir, c'est à l'intérieur et il est déjà le vôtre. Ainsi, n'importe qui est identifié à son mental est par conséquent coupé de son véritable
de son véritable être, de son pouvoir véritable, de son moi profond, enraciné dans l'être, dans la nosphère, il sera affligé d'une peur constante. Comme le nombre de gens qui effectivement ont dépassé ce stade de emprise du mental est encore extrêmement restreint, on peut tenir pour acquis que presque tous ceux des gens qu'on rencontre finalement ou que l'on connaît vivent dans la peur. C'est juste l'intensité en fait qui varie. Et ça fluctue finalement entre anxiété et la terreur à un bout de l'échelle, et entre un vague malaise et un lointain sentiment de menace à l'autre qui bout finalement. Mais en fait finalement, vous balancez toujours entre une espèce de douceur tyrannique et une espèce de passivité agressive, quoi. Et vous jouez comme ça à suspendre le réel dans un espace-temps limité comme des enfants, et à croire, à faire croire et à vous faire croire finalement que l'autre est différent de vous, quoi. Que l'autre il est différent en fait. Voilà. C'est un triste constat, mais je pense que c'est un très beau texte. C'est pas moi qui l'ai écrit en fait, hein. C'est pas moi, c'est Écartelé qui fait partie en fait, qui a été en fait comme ça popularisé en Amérique par la sélection hebdomadaire des livres de Oprah Winfrey, quoi, qui est un peu un nom très connu par les ménages américains, puisque c'est effectivement une femme qui traite de tous les problèmes des gens sur le plateau de télé. Rien à voir avec ça va se savoir, hein, ok. Mais donc voilà. Prochaine vidéo, je vais la faire sur la douleur émotionnelle et sur finalement cette douleur émotionnelle qui est finalement inhérente au mental et à l'ego. Et le sentiment profond chez les gens de se sentir incomplet, inachevé et de ne pas être entier, et d'essayer finalement de résorber ce sentiment par le fait de claquer son argent en achetant mille et une choses extérieures à eux, et malgré ça, ben non, le bonheur, ça leur échappe. Salut!